Ça fait 15 ans que je fais de la musique. J'ai été dans plusieurs groupes et le postulat, en fait, il a évolué dans le temps. C'est devenu de plus en plus complexe en tant qu'artiste pour pouvoir émerger. Quand on voit qu'il y a plus de 100 000 morceaux qui sont droppés sur Spotify par jour, comment toi, avec ton album de 10, 12 chansons, tu vas réussir à émerger et à faire parler de toi? Si jamais t'as rien pour te démarquer, en fait, tu peux pas exister. On avait envie, en fait, à l'origine du projet Orpheum Black, de donner une place un petit peu particulière à l'esthétique. Ça impliquait d'avoir des costumes sur scène, de pouvoir raconter autre chose que de la musique. Orpheum, ça venait puiser son nom des théâtres aux États-Unis où on avait toujours cette idée de mixer les disciplines artistiques. On le savait pas à l'époque de la formation du groupe, mais le clip allait être une partie vraiment intégrante du projet. Moi, quand je parle de musique, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils sont pas capables de juste mettre Spotify avec un album de A à Z sans rien faire d'autre que d'écouter la musique. Donc le contenu vidéo, ça permet à ces gens-là en fait de peut-être être happés avec autre chose, la musique plus un contenu qu'ils ont l'habitude de consommer. Ça nous a permis aussi de développer tout le storytelling de l'univers Orpheum Black. Et ça allait être peut-être notre porte-étendard de sortir des vidéos de plus en plus impactantes pour pouvoir raconter autre chose et aller plus loin dans la démarche artistique. Le premier album est sorti, on part en tournée, on sent que ça commence un petit peu à prendre. On arrive à un moment avec ce deuxième album où on se dit là, on veut faire un truc plus grand, plus gros, mais on sait pas encore comment. Donc on se dit qu'on a vraiment envie de changer parce que l'équipe a changé, parce qu'on est sur un deuxième album, parce qu'on veut faire les choses en plus grand. Pour autant, on trouve que ça pourrait être super intéressant à ce moment-là de faire une suite, de proposer comme une espèce de fil rouge entre tout ce qu'on a fait jusqu'ici, de venir peut-être même chercher des détails, des références dans certains clips du premier album pour essayer de les intégrer dans le deuxième. Mélo, au début, voulait que l'histoire tourne autour de personnages fictifs et dans lesquels les membres du groupe apparaissaient en tant que figurants. Le projet est très ambitieux et c'est important, mais c'est notre rôle à ce moment-là, avec David, d'intervenir et d'affiner les idées, de les rendre plus réalisables, plus simples sur certains points. On voulait que l'idée du scénario repose sur une situation simple. C'est l'histoire d'une femme qui est hantée par plusieurs traumatismes qu'elle a vécus dans sa vie et qui l'empêchent de se construire. Elle va devoir les affronter si elle veut vivre en paix. Tous ces combats sont liés par un voile blanc qui a une importance assez significative dans le scénario. On a voulu représenter chacun de ces traumas par un membre différent du groupe, qui vont chacun incarner le combat de cette femme. En plus des deux clips qu'on a tournés, on voulait tourner un prélude et une interlude pour se servir de ces deux éléments-là comme teaser, mais aussi comme élément constructeur de notre histoire, où on suit cette femme-là qui est vraiment dans une atmosphère particulière et qui va s'en dégager au fur et à mesure après tous ces combats. Pour la scène d'Eva, on avait un décor qui était dans une maison en fait abandonnée. Par rapport au scénario de base, ce qu'on avait pour cette scène-là, c'était de tourner en fait dans un grenier. Puis on arrive avec Dave le jour du tournage, je rentre dans la maison, il me fait visiter le grenier, je dis ok c'est cool et tout, puis on revient en bas. Il y avait des livres, du sol au plafond, tu soufflais comme ça, il y avait la poussière. C'était vraiment un décor de film quoi. Il faut qu'on exploite ce lieu, on peut pas se permettre de laisser ça passer, c'est trop fort quoi. C'est trop fort et puis c'était vraiment en lien avec ce qu'on voulait faire sentir aux spectateurs. Quelque chose qui représente un peu l'esprit de cette femme. Pour qu'on ressente l'angoisse, à mon avis, de cet élément-là, tu vois que tu passes à côté, tu l'as pas vu, et là tu
vois et tu fais un pas de recul. Tu vois ce que je veux dire? Tu passes à nous et tu retournes pour le... Donc dans le prélude, on est dans l'idée de cette femme qui rentre dans cette maison poussiéreuse où il y a plein d'objets qui représentent ses angoisses, ses peurs, mais aussi son passé. Elle déambule d'abord et ensuite elle va les affronter. C'est cool, je suis très contente. Les couleurs sont géniales. Là, je pense qu'Eva, ce qui peut être bien, c'est que tu fasses un truc comme ça, tu vois, et que tu tires. Tu vois ce que je veux dire? Dans l'interlude, elle se bat avec le drap qui essaye de l'envahir, en tout cas qui essaye de l'attacher. Et au final, elle arrive à prendre le dessus à un moment donné. On a tous les objets qui représentent un petit peu ses angoisses et ses peurs qui tombent d'un coup, comme si elle avait réussi à vaincre toutes ses angoisses. On ne pouvait pas faire des objets en 3D qui flottaient, ça demandait trop de budget pour pouvoir les faire et en tout cas que ce soit réaliste. Donc du coup l'idée c'était de les faire en réel. On a donc fait une structure donc en tuyau de PVC qui recouvre à peu près la totalité de la pièce. On a fait pendre des fils de pêche du coup pour que ce soit transparent et qu'on les voit pas. On a suspendu les objets, on a tout réuni de chaque côté. Donc là aussi c'était une question de synchro. Dès que Eva remontait le regard vers la caméra, on devait chacun, il y avait d'un temps d'un côté et je crois Mélo de l'autre, qui devait lâcher les fils d'un coup pour que ça tombe en même temps. Et finalement, à la dernière prise, on arrive à avoir ce qu'il nous faut. On a le regard d'Eva qui arrive parfaitement au même moment où les objets tombent au sol. On avait le rush qu'il nous fallait. Pour la scène de Romain, on est parti sur le mythe de Narcisse, le regard qu'on a sur soi, le regard que les autres ont sur soi aussi, et la peur que tout ça implique en fait, que ça tétanise et qu'on ne peut pas avancer si on fait trop attention au regard. Et avec l'idée que ces bandelettes qui allaient s'accrocher au fur et à mesure sur ce personnage-là pour le rendre plus lourd, plus pesant, qui l'empêchait d'avancer vers l'acceptation de soi, en fait, vers le miroir, ça me semblait assez pertinent et assez poétique. La fin de la scène de Romain, il arrive à vaincre ses angoisses, ses peurs qui s'attachent à lui en passant à travers le miroir. C'est une symbolique du fait qu'il se libère complètement de son reflet. Donc ouais, on va couper des lambeaux sur celui-là. Comme ça, quand il va y avoir du vent, ça va faire un petit peu plus de volume. Et le ventilo sera derrière, ouais. Et du coup, ça va souffler. Normalement, ça devrait bouger, j'espère. Donc à ce moment-là, il y a plusieurs choses auxquelles on doit faire face en termes de technique. C'était qu'on puisse voir l'accumulation de bandelettes sur le corps de Romain. Il y a les draps à mettre en place qui mesurent 7 mètres sur 3, qui sont énormes. Et aussi le vent, qui va permettre d'apporter une dynamique dans l'image. Là, on a vraiment eu quelque chose à faire, on a vraiment eu quelque chose à préparer en amont en fait. Se mettre dans la peau d'un personnage, avoir une vraie émotion, une vraie peur à affronter. Ce que tu peux faire, c'est vraiment te regarder comme ça. Et quand le vent arrive, forcément tu vas voir tout qui va se lever. Là tu recules, tu sais, tu fais un petit pas comme ça. Et on va voir comment ça réagit parce qu'on n'a pas encore la sensation que ça peut te donner. Mais l'idée c'est qu'on ressente vraiment une puissance dans la tronche. Tourne ici. Ça tourne en image. Quand tu veux, Romain. Tu te regardes. Ça se fissure, allez-y, allumez. Attends un petit peu. Vas-y. C'était assez éprouvant, mine de rien. On avait à la base prévu que je sois sanglé et qu'on me tire en fait pour faire de la résistance face au vent. Et on devait lâcher la sangle pour que je tombe, mais un peu m'amortir.
On s'est rendu compte que ça ne marchait juste pas. Donc on m'a demandé de faire semblant de lutter contre le vent et de me casser la tête tout seul. À chaque fois que Romain tombe, on doit agrafer des bandelettes pour représenter ce poids qui est sur lui et qui l'empêche d'avancer. Donc au début c'était cool, j'étais juste avec mon petit t-shirt noir, c'était bien. Puis après on a commencé à m'agrafer, donc j'avais un peu peur à chaque fois de me faire agrafer la peau. À un moment donné je voyais plus rien en fait, on en avait partout. Là je démarre allongé, je passe à copie, tac tac, derrière je recule un peu, tac. Là, vraiment avec de l'ampleur dans tes gestes, c'est pour avoir plus cette sensation de Ça m'a vraiment plu de voir un peu comment ça se déroule vraiment un tournage en fait sur la longueur, pas juste faire seulement de jouer de la guitare dans un hangar, mais vraiment d'avoir un rôle un peu où il faut essayer d'avoir un peu d'émotion. La scène d'Alexis, c'est vraiment la représentation d'une femme battue en fait. D'avoir cette dualité entre l'amour et la haine. Donc on est parti sur de la boxe, vraiment pour symboliser les coups qu'elle a pu recevoir, mais en même temps l'attachement avec les paillettes, en tout cas le sentiment amoureux. En plus de ça, on voulait vraiment cet effet de renfermement sur soi. Donc on avait imaginé 2 murs qui se rapprochaient de lui et qui finissaient par complètement l'absorber. La résolution de la scène d'Alexis, c'est qu'il donne un dernier coup de poing, et du coup, l'idée c'est vraiment qu'il sortait du sable comme un retour parmi les vivants. Alors on est parti sur ces 2 murs qui se rapprochaient pour symboliser le renfermement, sauf que ça marchait pas. Techniquement, sur la scène de théâtre, on n'avait pas ce qu'il fallait pour le faire, et donc il fallait réagir assez vite. On s'est dit, on est sur une scène de boxe, partons sur l'effet d'un ring en fait. Ouais, ça peut le faire. C'est joli. Tu vois, si on le ferme là, ouais, c'est bien parce que la light avec que de... Il faut qu'on ait un changement de lumière, une bascule au niveau de la lumière qui se fasse en même temps que quelqu'un tire les draps en arrière-scène qui sont fixés au pont qui sont au-dessus de la scène. Alexis qui devait se retrouver dans ce ring-là parce qu'au début de la scène, il est en frontal de scène et du coup il reculait au fur et à mesure parce qu'il y a 2 autres draps qui viennent l'encercler et le pousser dans le ring. Tout doit se synchroniser pour que la scène soit réussie. Au début, il n'y a pas le drap, c'est ça en haut. Exactement. Il y a ça qui m'arrive dessus et ça me ramène au centre et le drap me tombe dessus. T'as la tête un peu baissée, tu relèves la tête en respirant. Ouais, voilà, exactement ça. Exactement ça. Tu vois? Et là, tu repars. Tac, on te mettra vraiment de la paillette sur les points. Et en fait, un peu à l'intérieur aussi. Tu vois? Et du coup, tu t'en lâches un peu. Non, on fait un plan large là. Louis sera là-bas pour les close-up un peu plus serrés. Et ensuite, on viendra sur scène pour refaire cette Donc on va la faire 2-3 fois. Pour ce clip-là, c'est la première fois que je passais de l'autre côté de la caméra, vraiment. J'en ai fait plusieurs des clips, c'est notamment là où j'ai connu Orpheum. Mais j'étais toujours derrière, et là, c'est la première fois que je me retrouve devant. Le fait de boxer déjà dans un premier temps, juste ce fait-là, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise. Là, en plus d'être dans le noir, de boxer contre personne, donc vraiment me battre contre le néant, littéralement, c'était assez complexe, en plus avec la pression du timing, etc. Et c'est surtout que il a fallu que je boxe continuellement en bouffant des paillettes toute la journée. Je sais plus, je crois qu'on a utilisé 4-5 kilos de paillettes, un truc comme ça. Donc ouais, ça demandait aussi beaucoup de paillettes, ouais. Sur le visage, sur les caméras, ça a été un peu une galère. Vas-y, on regarde devant toi. Et c'est parti, vas-y. Et au final, j'ai terminé la journée, j'étais rincé et j'avais des brûlures sur les bras, des paillettes partout. J'ai pris une douche sur le lieu du tournage et j'ai dû en reprendre une autre en arrivant chez moi parce qu'il y en avait la même quantité qui me restait dans les cheveux, dans les yeux, etc. Dans la bouche aussi, j'en ai bouffé quelques-unes. Mais c'était marrant. La scène de Mélo,
elle est autour de l'étouffement, de représenter cette noyade du quotidien en fait. Donc la première scène de Mélo, l'idée c'était vraiment qu'elle soit attirée par ce drap vers l'eau, donc dans l'étang, pour la faire plonger dans l'eau. Elle danse d'abord, donc on est vraiment sur quelque chose d'esthétique, de très sensuel. Ensuite, le drap l'amène vers le fond. Et là, on est dans un truc un petit peu plus angoissant, un peu plus stressant, jusqu'au moment où elle va complètement se noyer. Donc là, on n'a plus du tout de mouvement, vraiment comme une noyade. À un moment donné, elle se sent la force de revenir. Et là, elle va donner un dernier coup et sortir de cette situation. Ouais. En plus, c'est plan large trabouille latérale comme ça. Où tu la suis? On la suit. Un corps dans l'axe en plan poitrine. Ok. Et ensuite, on fait le même plan de face de dos. Des scènes dans la forêt, dans l'eau. J'avoue, j'étais pas super enjouée. On tourne une première partie dans la forêt et ça a pas loupé. Hein. Au bout de 5 minutes, il s'est mis à pleuvoir. Pourquoi c'est pas mal? Mais toi, ça aurait été bien que tu parles plus de là-bas. Ouais, ok. Et David me dit, bon, maintenant, il faut qu'on fasse au bord de l'eau. Et l'idée, c'est que tu ailles dans l'eau, quoi. Et tu vois, tu vas descendre les racines là, qui sont très jolies. Et les pieds nus, ouais, désolé. Je sais pas ce qui était le pire entre dans l'eau ou la terre. Parce que clairement, je suis pas capable de marcher par terre, tellement il fait froid. Je l'avais dit dès le début du projet, je voulais tourner au chaud, dans le désert. Et non, j'ai encore gagné le froid, mais j'arrive à négocier une piscine. Donc en termes techniques, là, ce qui était un peu le défi aussi, c'était de ne pas fatiguer Mélo en fait. Déjà, elle était sous l'eau, donc ça laisse peu de prise à faire dans les différents axes qu'on avait. C'est de l'apnée, ça fatigue quoi. L'idée, c'est qu'on fasse une première phase avec que les boutons, du coup. On les fait sans le bras, c'est toi, avec tu vois, pendant tout, où tu fais des mouvements assez élégants, tu vois. On fait que ça dans un premier temps, ensuite on fera avec le bras, et ensuite on fera des mouvements, des gros plans, mais avec des mouvements plus saccadés. Bien sûr que je file. On avait aussi un truc qu'on a mis en place, c'était de la synchronisation, parce qu'il fallait que Mélo soit au fond de la piscine pour éviter qu'on voit la surface et qu'on ait vraiment cette sensation de profondeur. Donc j'étais avec une perche sur laquelle Mélo était accrochée. On me faisait un signal, je l'envoyais au fond de l'eau et puis elle lâchait la barre. C'était à ce moment-là que le rush était tourné. Mélo, t'es prête? Donc là, t'essayes de rester un peu au fond, tu vois qu'il te fait passer devant. Je suis arrivée quand même assez sereine, mais on me demande de danser, il va falloir que je sois gracieuse. Et surtout, en fait, il va falloir que je fasse semblant de me noyer à un moment. Jouer vraiment cet aspect de noyade, etc. Enfin voilà, c'est contre nature, donc du coup, c'était, à mon sens, assez compliqué de le jouer. Et ça, je savais pas trop comment l'appréhender. Et je me rendais pas compte à quel point l'apnée, ça fatigue. Mais ça fatigue vraiment, quoi. Surtout quand on a papier, qu'on est habillé et qu'on est au fond de l'eau, quoi. J'ai dû rester dans l'eau 4-5 heures au total sur le tournage. Bon, après, quand je l'ai vu jouer, franchement, j'ai pas eu d'inquiétude, quoi. Je me suis placée en plus sur la fin, j'ai fait un truc, j'ai refait un truc avec le bras. En vrai, j'étais quand même contente de cette nuit de tournage. Après, ouais, tourner dans l'eau, c'est fatigant. Il faut surtout pas sortir de l'eau, quoi, parce que sinon t'as pas envie d'y retourner. Mais j'ai bien dormi ce soir-là. Je crois que j'ai bien dormi. Sur la scène de Greg, on est parti sur une autre angoisse, c'est l'angoisse d'être parent, ou en tout cas de l'enfantement. Pour symboliser cette peur de l'enfantement, Greg avance dans le couloir, aperçoit à travers une porte qui est restée ouverte un bébé, une femme. Il aperçoit ce bonheur-là, mais la porte se referme complètement devant lui.
Il essaye de l'ouvrir en panique parce qu'il pressent un truc. La porte reste complètement bloquée. Il y a une lumière qui scintille au fond du couloir qui l'attire. Il se dirige vers elle et là il se retrouve sur un terrain vague où il y a tous les meubles de la pièce qu'on a vu précédemment qui d'un coup se mettent à flamber en fait. Il essaye absolument d'éteindre les flammes. Il est vraiment habité par cette sensation de vouloir sauver l'enfant, donc il est finalement dans l'acceptation d'avoir un enfant. C'est dans cette symbolique-là d'affronter ses angoisses toujours pour accéder au bonheur. Ouais. Donc ça a commencé dans un lieu qui était assez ouf, une ancienne maison de retraite désaffectée. Donc c'est vrai que quand tu tournes dans un lieu comme ça, il y a déjà une ambiance qui se crée. C'était un exercice un peu atypique pour moi, j'aurais jamais cru y être confronté en vrai. Hein. On a décidé, pour l'implication émotionnelle, de faire tourner mon jeune fils et ma femme en ce court-métrage. Et cette scène de Greg, c'est une scène qui est assez compliquée à mettre en place. On a du feu, on a de la braise, on a un bébé. Ils sont pas fiables ces jeunes acteurs. Ils savent pas se retenir. Moi-même, c'était compliqué de me mettre dans la peau de l'acteur, comme j'ai pu faire sur d'autres clips, parce que j'ai cette espèce d'inquiétude constante en fait, avec le fait d'avoir mon fils qui est là. La première scène, on va tout faire avec le bébé. Ouais. Comme ça, on est tranquille, on sécurise cette scène-là, on sera au chaud, etc. Et après, on tourne toute cette scène dans le couloir. On a la première scène de Greg qui avance dans le couloir, avec les cendres incandescentes qui tombent. Donc on fait brûler du journal pour avoir des cendres noires un petit peu. On la sent la passion du cinéma. On veut absolument que ça vole autour de lui. À ce moment-là, on se met à la queue leu-leu, il y a Greg qui avance, moi je suis juste devant. Derrière, j'ai David avec la lumière. Et après, il y a Alexis qui est avec les cendres, qui les envoie sur Greg, et Nathan qui est avec le ventilo. Alexis lance ce qui est censé être des cendres, sauf que là, il y a un coup de chaud qui m'arrive derrière moi. En fait, c'était clairement des braises que Alexis était en train d'envoyer, limite encore en train de s'enflammer. Là, j'étais pas serein du tout. Ouais. Et là, tu avances à côté, et tu poses ta main un peu sur l'épaule de l'autre. Ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire, ça marche. Et on fait le travail. Vas-y, vraiment, on chante, tu peux aller la poser dans ce place. C'était physique dans la maison de retraite quand même, là, de respirer toute cette fumée, me jeter des braises à la gueule, c'était rigolo ça aussi. Il a fallu que je matraque une porte pendant, je sais pas, bien 40 minutes, le temps d'avoir le bon plan, les bonnes séquences. Je m'en suis à moitié déboîté l'épaule, enfin c'était génial quoi. Deuxième partie de cette scène, donc là pas le choix, on veut tout faire cramer. Il y a un petit côté Christopher Nolan chez DTMC quand même, ils veulent limiter les FX au maximum. Pour tourner cette scène, on n'a qu'une prise. Évidemment, le feu, on peut pas lui demander de refaire la prise, donc on n'a qu'une seule prise. Il faut absolument que tous les points de feu qu'on avait mis en place sur le berceau, sur les meubles, sur la porte, s'allument en même temps. On explique à Greg la scène, bon ok, toi il faut que tu ailles au berceau, le drap va prendre feu, tout va prendre feu. Ton but à toi, c'est d'éteindre le berceau. Il faut que ce soit clair pour toi parce que nous, ça va être one shot. Et tu vois, comme ça, tu peux te mettre comme ça, tu vois. Ouais, vraiment respirer avec ça, voilà. Et on confie le rôle à Alexis et Romain d'allumer le feu pour chaque meuble et la porte qui est en arrière-plan. Allez, ça tourne. Vas-y, va prendre la serviette. Et on tape. Fais gaffe à toi. Le berceau prend feu, les meubles prennent feu, ok, bon bah, pour l'instant ça se passe plutôt bien, ça chauffe pas mal, j'avoue. Mais à un moment, Greg doit se tourner, doit regarder la porte qui est censée s'enflammer. Ok, porte. Sauf que la porte crame pas. Romain est derrière la porte à tenter que le feu parte, ça prend pas du tout. Romain est toujours dans le plan quoi. Il veut absolument que la porte crame. Attends, on attend que ça passe derrière.
Ok, bougez-vous. David est en train de lui crier « Non, mais c'est bon, Romain, abandonne. Donc après, je le vois courir avec un bidon et il arrose la porte. Et là, ça commence à cramer. Donc je lui fais signe pour qu'il dégage absolument le plus rapidement possible. Il arrive à partir et donc on arrive à tourner les plans. Regarde la porte. Ça s'est pas joué à grand-chose, quoi. Brûler des éléments d'une chambre de bébé, ça m'a vraiment touché. Tu donnes tout, quoi, pour éteindre le feu de ce berceau. Je me suis vraiment approché des flammes au plus près. Ça m'a fait presque vomir tellement j'avais les tripes retournées physiquement à cause de la fumée, la chaleur, tout ça, mais aussi parce que j'imaginais en fait des choses horribles. La scène de Nathan symbolise l'envahissement de l'intérieur, comme si on décrivait une maladie envahissante. Et on l'a justement symbolisé par un espèce de liquide noir qui envahit son corps. C'était vraiment un travail autour du corps qui, au départ, était assez sensuel et qui, au fur et à mesure, avec le liquide qui venait s'imprégner dans le corps, devenait plutôt des spasmes en fait, et toujours avec ces draps qui viennent envahir et qui viennent attacher ce corps qui au fur et à mesure devient de plus en plus fragile jusqu'à laisser presque le liquide l'envahir de désespoir en fait. Au final, il a un élan de force, les draps qui le liaient en fait, il va réussir à s'en échapper et du coup transgresser cet envahissement par la puissance du corps. Ça a été un tournage qui était vraiment assez éprouvant. Le lieu était vachement glauque. C'était l'ancienne morgue en fait de l'hôpital, donc ça amène quand même une ambiance qui est pas des plus chaleureuses. Des néons qui clignotent, il y a personne, il n'y a pas un bruit. Comme vous voyez dans les films d'horreur, dans les hôpitaux désaffectés, c'est la même chose. C'était assez puissant en termes d'émotion, en tout cas on ressentait vraiment les choses. Et donc on se dit c'est ici qu'il va falloir tourner. Déjà ça me met dans l'ambiance, sauf que il fait froid, je suis censé être torse nu et juste avec un pantalon de patient. J'espère que le tournage va pas être trop long parce que sinon vraiment je vais mourir de froid, c'est pas possible. Donc on commence le tournage et ça va parce qu'on est dans l'euphorie du moment, on met de la fumée, ça met une vraie ambiance en fait. Et arrive le moment où David doit me projeter de l'encre dessus. Donc il prend un pulvérisateur comme pour les mauvaises herbes, il me dit vas-y mets-toi en place, ça va peut-être être un peu froid, mais c'est pas grave, ça va te faire jouer encore mieux le rôle. Badigeonner avec un liquide donc pour qu'il ait des espèces de spasmes. Je deviens frigorifié en un instant. Et sauf que c'est que le début du tournage. On avait une progression dans cette scène avec l'encre qui devait apparaître progressivement sur le corps de Nathan et puis se répandre. Ça, on pouvait pas le faire en réel. On l'a un peu simulé en me peignant petit à petit avec de la gouache. On avait réfléchi en fait en pré-production à intégrer des effets d'encre et puis de matière noire en fait qui se répandaient dans les veines, dans les artères en fait de Nathan. Donc c'est la première scène du clip qui repose beaucoup sur les effets spéciaux en fait. La live elle est bien ou pas? Oui, je te la chope comme ça. Voilà, c'est bien. Là comme ça. Dernière scène aussi, c'était les draps qui se referment autour des poignets et des chevilles de Nathan. Et là on s'est dit, merde, comment on va faire pour qu'il y ait vraiment cette idée de draps vivants qui viennent enlacer Nathan. Et Dave me dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on en met un à chaque bout du drap. On met les draps au début serrés autour des poignets et des chevilles de Nathan. On tire. Et puis en fait, au montage, on inverse le rush. Du coup, on aura cette sensation que les draps viennent vers Nathan et pas l'inverse. Je dois me battre contre des draps qui sont censés être vivants, mais qui en fait étaient juste tenus par David et Alexis sur le côté. Et c'était un peu étrange, cette partie-là à jouer. On a dû commencer à midi, on a fini, il était 20h je crois. L'ambiance
a fait que ça nous a épuisé encore plus en fait. C'est dur. Cette scène où Eva s'envole et où on voit tout qui se détruit autour d'elle, c'est pour représenter vraiment la destruction de son ancien monde, en fait, dans le monde dans lequel elle vivait, où elle était renfermée avec toutes ses angoisses et toutes ses peurs. On est parti sur un montage effectivement parallèle où on a ce totem qui représente Eva et puis Eva qui est dans un autre espace-temps et qui se libère effectivement avec ce totem. En fait, assez ironiquement, la première scène qu'on a tournée tous ensemble, c'était la dernière du tournage et la scène finale du deuxième clip. Mais ce que je trouve assez intéressant là-dedans, c'est que finalement, c'est aussi ça que ça raconte. Chacun vit des trucs différents. Et puis à la fin, on se retrouve. C'est ça l'histoire dans les deux clips. On a tous vaincu nos peurs et enfin on se rencontre pour de vrai, quoi. Eva, on la rencontre jamais parce qu'on appartient à son imaginaire, à son passé. On représente ses traumas. On se retrouve tous là au même moment, au même endroit. On retrouve Greg qui doit se remettre de la cendre, moi je dois me remettre des paillettes partout. Je me souviens d'une fatigue constante chez tout le monde, en mode c'est la dernière scène, mais faut qu'on donne tout. On était debout depuis très tôt, on était là depuis assez longtemps, le soleil se lève, donc pareil, pas trop le choix et il faut qu'on aille assez vite puisque sinon on n'a plus la bonne lumière, etc. Et tant pis si on est fatigué, il faut que tu sois bon à l'image parce que lui, le soleil, il ne reviendra pas en arrière. Il nous restait la toute dernière scène du clip à tourner, celle d'Eva où elle s'envole. Pour cette scène-là, en fait, c'est censé être le climax, le truc le plus impressionnant qu'on avait à montrer à l'image. Il fallait finir sur une note assez impressionnante. Donc sur un coup de tête, on se dit on va jusqu'à Bade-sur-Mer, vous qui êtes en ligne droite le plus près de la mer, et on tourne là-bas, quoi. On fait une scène avec la mer, le rocher, pour symboliser aussi cet espace infini. Je dirais Bade, dernière séquence du film, conclusion, suivez-moi. Pour ça, en termes techniques, ça demande quand même pas mal de réflexion, vraiment une bonne organisation sur le tournage. Avoir des prises de vue au drone pour vraiment avoir cette idée de grandiose en fait. Et puis aussi avoir des rushs d'Eva sur fond vert avec la lumière naturelle du moment T qu'on avait là. Pour filmer cette scène à Bade-sur-Mer, on avait très peu de temps. Entre le coucher du soleil qui allait vite et puis les nuages qui arrivaient, on avait 20 minutes de créneau, quoi. Une fois qu'on a repéré le lieu, on fait les plans en drone tout de suite, parce que la lumière commençait à descendre et du coup il nous fallait une bonne lumière. Donc on fait nos plans au drone pour l'incrustation sur le fond vert. On met le fond vert sur les rochers, et là, petit problème en fait, c'est qu'en bord de mer, il y a beaucoup de vent. Le fond vert faisait l'effet d'une voile, c'est-à-dire vraiment qu'il prenait le vent pleine face. J'étais vraiment en train de lutter contre le vent. Non, franchement, ça a été une vraie galère. Ça a bien matché avec le groupe, on s'est tous vraiment bien entendus. Il y avait une bienveillance qui était vraiment cool sur le tournage. Et c'est vrai que ça nous a poussé à donner le meilleur de nous-mêmes. C'était une super aventure, hein. Franchement, j'ai adoré le faire. Tout ce qui est fiction, clip, c'est pas quelque chose qu'on a la possibilité de faire tous les jours. Donc oui, ça a été intense, oui, ça a été des moments de tension, des moments vraiment de fatigue vraiment intenses, des moments de réflexion et puis aussi des moments de joie, vraiment des moments qu'on a partagés avec le groupe qui étaient super. C'était un projet qui était vraiment faramineux, on pensait pas qu'on allait pouvoir aller là un jour, alors en tant qu'artiste, c'est super de pouvoir pousser en fait le propos artistique un cran plus loin, toujours plus loin. Des fois, on s'emballe tellement dans nos ambitions, dans nos rêves, nos idées, qu'on est sur tous les fronts à la fois et qu'on
on finit par être épuisé, on tire trop sur la corde et on en vient à se dégoûter soi-même de ce qu'on est en train de faire. Mais quand même content, quoi, fier, je pense, tous ensemble de se dire on a réussi à tenir les putains de délais, quoi. Et je pense que quand on refait tout le fil, on a quand même réussi un tour de force, d'autant plus que ce projet de court-métrage n'était pas le seul projet qu'on a mené de front. Donc j'ai le sentiment que ce clip, aussi éprouvant qu'il a été, il a permis vraiment de resserrer les liens dans le groupe. On s'est sentis tous dans le même bateau, tous impliqués de la même façon, tous confrontés aux mêmes galères au final. Et c'est ça aussi qui rend le truc beau, c'est de se dire que à 5, on peut créer une énergie et quoi qu'il se passe, on arrive à mener un projet à son terme. Et on a réussi à avoir chacun notre place et à aller dans la même direction. On a un objet final dont on est super fiers tous. On remerciera jamais assez des TMC et tous les gens qui ont pu nous aider pour ce court-métrage, qui nous a soudés tous les 5. C'est quelque chose qui nous sert maintenant parce que on se remet un peu dans ce mindset-là quand on monte sur scène, on en parle. On est fiers de cet objet, on a envie qu'un maximum de monde le voit. Ce qui est bien en fait dans ce projet-là, c'est qu'avant tout, on est tous des amis. On est tous vraiment une vraie famille, on a tous des vrais liens d'amitié. Et quand tu vis des trucs intenses comme ça, c'est un peu comme une tournée quand tu pars à faire des concerts et des concerts. En fait, t'es dans le même bateau. C'est une chance de pouvoir faire de la musique avec mes meilleurs amis. Je veux dire, c'est vraiment une chance. J'ai pas d'autres mots. Alors faire un projet de cette ampleur et dans lequel on s'est autant impliqué émotionnellement et au niveau de l'énergie, ça nous a vraiment inspiré à en faire encore plus. Il y a encore 1000 choses à explorer dans l'univers du clip. Donc bien sûr, on va faire encore plein d'autres choses. Voilà, on est en phase de composition, on cherche à proposer autre chose, à aller autre part aussi. Orphan Black, c'est la mixité des arts. Ce n'est pas juste du cinéma et de la musique, ça peut être autre chose. Parce qu'on partira sur du théâtre, la poésie, du jeu vidéo, pourquoi pas, je sais pas, mais on va se laisser guider. On ira toujours essayer de se démarquer de cette façon-là, puisque c'est le credo de base et on va essayer de rester fidèle à nous-mêmes.